Donc, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue pour cette conférence sur le droit à l'avortement, un combat permanent. Et j'ai le grand plaisir pour cette conférence d'accueillir d'abord Sarah Durocher, présidente du planning familial, qui non seulement fait un travail extraordinaire au quotidien pour lutter pour l'ensemble des droits sexuels et reproductifs avec tout un ensemble de gens dans le pays et qui vraiment assurent ces droits quotidiens, mais en plus sont la cible régulière de l'extrême droite. Et je crois qu'on doit avoir une solidarité sans faille pour celles et ceux qui militent au planning familial pour que les droits des femmes, notamment, restent une réalité dans ce pays. Merci, Sarah Durocher, d'être avec nous aujourd'hui. Ensuite, on a Natacha Kelvenek, qui est avec nous, que je remercie infiniment d'être là, donc qui est sociologue au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, qui est polonaise d'origine, qui vit aujourd'hui en France, mais qui est polonaise et qui est une spécialiste des droits reproductifs et sexuels et qui nous parlera spécifiquement de la situation en Pologne qui, comme vous le savez, est dramatique. Et puis enfin, il y a Camille Butin, qui est chargée de plaidoyer européen à la Fédération internationale pour le planning familial et qui, elle, nous dressera plutôt un portrait européen. Et c'est d'ailleurs par toi, Camille, que nous allons commencer. Donc, on va d'abord avoir un exposé. Vous pouvez l'applaudir aussi. On va d'abord donc avoir un exposé plutôt sur la situation européenne avec Camille, puis Natacha nous fera la situation polonaise. Ensuite, Sarah vous fera un point sur la situation française. Et enfin, moi, je vous ferai un point sur où est-ce qu'on en est sur le processus législatif et parlementaire que nous avons amorcé l'année dernière, le 24 novembre 2022, où ce jour-là, l'Assemblée nationale a parlé au monde, puisque pour la première fois, l'Assemblée nationale a voté pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution et être ainsi possiblement le premier État du monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa Constitution et ainsi à le protéger. Camille, je te laisse la parole pour commencer. Est-ce que... Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, Camille Butin, je suis chargée de plaidoyer effectivement pour la Fédération internationale du planning familial, plus précisément pour le réseau européen. Et donc, on est une organisation qui nous battons pour les droits et la santé sexuelle et reproductive pour tous. On a des membres en Europe dans une quarantaine de pays. Et en France, c'est le planning familial français qui est notre membre. Je voulais commencer cette intervention en rebondissant sur le titre de la conférence, qui est que l'avortement reste un combat. Je trouvais ça intéressant de le rappeler et je trouvais que ça contraste avec le type de réaction que je peux avoir parfois quand je discute de mon travail avec des personnes que je viens de rencontrer et qui sont certes peut-être peu informées, mais souvent la réaction que j'ai c'est ah bon, pourquoi travailler encore sur l'avortement, puis c'est déjà un droit, qu'est-ce qui reste à faire en fait, pourquoi c'est encore un sujet? Et je trouve que cette réaction-là, elle traduit un peu deux idées reçues ou peut-être deux incompréhensions. La première, c'est que cette idée que l'avortement serait déjà un droit reconnu dans toute l'Europe et que l'accès serait uniforme dans tous les pays sans aucune inégalité. Donc évidemment, on sait que c'est faux. Je présenterai un peu plus tard les différents obstacles qui persistent en Europe d'un État à un autre. Et puis, la deuxième idée reçue, je trouve, c'est cette idée qu'on irait forcément vers un progrès constant et linéaire, c'est-à-dire qu'une fois que le droit à l'avortement est reconnu, on ne reviendrait jamais en arrière. Et ça, on sait aussi que c'est faux. Évidemment, il y a encore des États européens qui font des progrès, heureusement, et dans l'ensemble, on peut dire que l'Europe, c'est un continent plutôt progressiste. Mais il y a aussi des États qui reviennent en arrière, et je pense qu'aucun pays n'est vraiment à l'abri d'un retour en arrière. Quand on voit les mouvements d'extrême droite et les mouvements anti-choix qui sont actifs dans toute l'Europe. Donc les mouvements anti-choix, ils sont en fait bien connectés, bien financés, et ils travaillent ensemble aussi d'un pays à un autre. Et on voit aussi la montée de l'extrême droite qui représente une réelle menace pour le droit à l'avortement. Le droit à l'IVG, c'est un des premiers droits attaqués par l'extrême droite. Donc voilà, donc c'est important de rester mobilisé. Pour vous faire un peu un état des lieux de l'accès à l'IVG en Europe. Donc, comme je disais, en fait, il y a énormément d'inégalités qui persistent.
On a réalisé une étude en fait sur 52 pays européens, donc bon, vous êtes peut-être un peu loin, mais vous voyez les couleurs qui indiquent quels États sont les plus en retard. Et donc il y a vraiment une multitude d'obstacles. Certains sont législatifs. Il y a encore 2 pays de l'Union européenne qui ont des lois extrêmement restrictives. La Pologne d'abord. Donc en Pologne, il y a eu un retour en arrière en octobre 2020. Je vais en parler rapidement parce qu'évidemment, on en parlera ensuite. Mais l'avortement a été autorisé déjà dans très peu de cas et maintenant il n'est autorisé que dans les cas où la vie ou la santé de la femme enceinte est à risque, ou bien en cas de viol et inceste. Et en fait, en pratique, ça signifie qu'il n'y a aucun accès légal. Quasiment, et surtout on a déjà recensé au moins 6 cas de femmes polonaises qui sont décédées dans des hôpitaux parce que les médecins ont refusé d'intervenir à temps pour leur sauver la vie. À Malte, la loi est en fait encore pire qu'en Pologne. Il y avait une interdiction totale, sans aucune exception. Récemment, il y a eu une tentative de libéraliser un tout petit peu la loi et malheureusement, finalement, là, ça reste encore très limité. C'est seulement pour sauver la vie de la femme. Et avec la signature de 3 médecins gynécologues. Et en fait, à Malte, c'est une condition extrêmement difficile à réunir. Donc, les activistes maltaises nous parlent même d'un retour en arrière par rapport au status quo précédent. Donc, voilà. Après, il y a d'autres pays, comme l'Italie, par exemple, où la loi est certes beaucoup moins restrictive, mais quand même, en fait, on n'est pas sur une loi qui prévoit l'avortement sur la demande de la femme. Il faut remplir des raisons précises de risques graves pour la santé de la femme aussi. Bon, ça peut être des raisons socio-économiques, mais c'est soumis à l'approbation d'un médecin. Donc, en fait, les femmes sont toujours soumises au bon vouloir des médecins. Et en plus de ça, si l'avortement est réalisé en dehors des conditions prévues par la loi, les médecins et les femmes peuvent subir des poursuites pénales, voire même des peines de prison. Donc voilà, en tout en Europe, il y a encore 16 pays qui réglementent l'avortement dans leur code pénal. Et donc c'est-à-dire qu'en dehors des conditions prévues par la loi, c'est un crime. Et ça peut mener à des poursuites pénales. Et récemment en Pologne, une activiste a été condamnée. À Malte, une femme a été soupçonnée. Donc voilà, c'est vraiment des cas qui sont encore actuels. Donc la recommandation, c'est évidemment de dépénaliser l'avortement. Et ça ne devrait jamais être considéré comme un crime. Et ça devrait être autorisé sur simple demande des femmes. Juste par rapport à l'Italie, comme vous le savez, le gouvernement Meloni a déclaré ne pas vouloir toucher à la loi actuelle. Alors, on vient de voir que la loi, elle est loin d'être parfaite. Mais en plus, il y a quand même eu des déclarations anti-choix de la part de membres du gouvernement et un projet de loi proposé par les membres de la coalition de Meloni qui reconnaîtrait un statut juridique au fœtus, donc qui interdirait de facto l'avortement. Voilà. Bon, les activistes italiennes avec qui on est en contact ne sont pas trop inquiètes que cette loi aussi restrictive puisse passer, mais dans tous les cas, c'est un signal plutôt, enfin, c'est très négatif au niveau politique. Voilà, une autre condition législative qui limite l'accès, c'est les délais qui varient énormément d'un État à un autre. Donc ça va de 10 semaines de grossesse au Portugal à 24 semaines aux Pays-Bas. En France, il y a eu un progrès récemment, mais on sait que ça a été compliqué à atteindre. En Belgique, il y a eu un débat aussi, mais finalement, la loi, pour l'instant, elle n'a pas le soutien politique nécessaire. Donc voilà, le problème, c'est quand les femmes dépassent les délais, elles sont obligées de voyager, ça induit des coûts indirects et ça pénalise bien sûr les femmes les plus désavantagées. Et je rappelle que la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de supprimer les délais. Ensuite, les obstacles procéduraux. Donc, il y a encore 19 pays qui prévoient des obstacles qui sont médicalement pas justifiés et qui visent à compliquer l'accès à l'IVG. Par exemple, une période de réflexion imposée, une consultation psychologique obligatoire, souvent biaisée, une échographie forcée aussi, ou bien l'autorisation de tiers, par exemple une autorisation parentale ou de plusieurs médecins. Certains pays progressent en supprimant par exemple la période de réflexion, comme les Pays-Bas ou l'Espagne, mais d'autres tentent des retours en arrière. Donc par exemple en Slovaquie, tous les 6 mois, il y a une proposition de loi qui vise à imposer des consultations psychologiques ou à rallonger la période de réflexion.
Bon, ces projets de loi ont été rejetés jusqu'ici par le Parlement, mais bon, on voit que les anti-choix sont très actifs. Et en Hongrie, en septembre dernier, par décret ministériel du ministère de l'Intérieur, maintenant les femmes sont obligées de subir une échographie avant de pouvoir avorter. Donc tous ces obstacles-là, qui sont médicalement pas justifiés, il faut les supprimer. Après, il y a aussi des obstacles économiques. Donc il y a assez peu d'États finalement qui remboursent complètement l'avortement. Il n'est pas remboursé dans 31 pays, donc ce qui pénalise évidemment les femmes celles qui ont les faibles revenus ou les jeunes filles. Les méthodes d'avortement varient également. L'avortement par voie médicamenteuse n'est pas accessible partout. Les pilules abortives, elles ne sont pas autorisées en Hongrie et en Slovaquie. Et en Italie, elles sont autorisées, mais en fait, elles sont accessibles que dans 3 régions. Et puis pas toujours à domicile. En fait, et l'intérêt de l'avortement par voie médicamenteuse, c'est de faciliter l'accès justement en prenant les pilules à domicile. Et puis aussi combiné à la téléconsultation, ça a été une avancée dans beaucoup de pays. Donc voilà, c'est primordial que les femmes aient le choix en fait de leur méthode d'avortement, y compris médicamenteuse. Et puis je voulais finir par des obstacles peut-être plus idéologiques, liés par exemple au manque de médecins qui pratiquent l'avortement. Donc il y a un grand nombre de médecins qui peuvent refuser, dans un grand nombre de pays, ils peuvent refuser de pratiquer l'avortement pour des raisons, ils peuvent invoquer des convictions religieuses ou personnelles. Et par exemple, en Italie, il y a 70% des médecins gynécologues qui refusent de pratiquer l'avortement. Ça peut aller jusqu'à 90% dans certaines régions. Donc dans certaines régions, il n'y a quasiment pas d'accès. En revanche, certains pays comme la Suède n'autorisent pas les médecins ou les professionnels de santé à refuser de pratiquer l'avortement pour des raisons religieuses. Et donc on invite les États de l'Union européenne à soit suivre l'exemple de la Suède, soit à mettre en place des mesures qui limitent l'impact de l'objection de conscience. Ça peut être d'autoriser beaucoup plus de professionnels de santé à pratiquer l'avortement, y compris les sages-femmes, d'obliger les médecins à référer les patientes vers quelqu'un qui pratique l'avortement, et d'interdire des établissements de santé entiers de refuser de pratiquer l'avortement. Voilà. Et puis il y a aussi bien sûr le manque d'information, la désinformation autour de l'avortement, les discours stigmatisants, les discours anti-choix qui limitent aussi l'accès. En Allemagne par exemple, jusqu'en 2022, les médecins n'avaient même pas le droit de communiquer sur le fait qu'ils pratiquent l'avortement. Donc ça, heureusement, l'Allemagne a changé sa loi récemment. Voilà. Après, en France, on sait qu'il y a plein de sites internet anti-IVG qui se font passer pour des sites neutres. Le harcèlement devant les cliniques aussi, harcèlement des médecins et des femmes dans de nombreux pays. Voilà. Certains États ont pris des mesures pour lutter contre ces activités anti-choix. Et par exemple, en Espagne, en France, c'est interdit d'avoir ces rassemblements devant les cliniques. Et c'est essentiel, en tout cas, que les gouvernements se saisissent de la question et, en tout cas, fournissent des informations claires et objectives eux-mêmes. Et puis, fournissent évidemment l'éducation à la sexualité complète. Voilà. Bon, ceci dit, donc maintenant que j'ai bien parlé de tous les obstacles, je ne veux pas être catastrophiste non plus. Il est possible de se mobiliser collectivement. Enfin, c'est nécessaire, mais c'est possible. Nous, à l'IPPF, ce qu'on essaye de faire pour faire avancer le droit à l'IVG et contrer les mouvements anti-choix, c'est premièrement d'essayer de traquer ce que fait l'opposition, quels sont les acteurs, quelles sont leurs activités, et d'informer nos alliés. On fait aussi des actions de soutien assez concrètes aux activistes sur le terrain. Donc, on leur donne des subventions pour financer leurs activités, leurs campagnes, leurs manifestations. Et aussi, on facilite beaucoup les échanges entre activistes d'un pays à un autre, parce qu'ils ont beaucoup à apprendre les uns des autres sur les stratégies à mettre en place. Et puis, on utilise nos capacités de communication et de plaidoyer pour faire remonter les problèmes nationaux au niveau européen et pour avoir une véritable solidarité internationale pour les activistes sur le terrain. Donc, on informe les journalistes, les décideurs nationaux et européens, et puis nos alliés, nos membres dans toute l'Europe. Et au niveau européen, on a atteint quelques victoires vers une meilleure reconnaissance des droits sexuels et reproductifs comme des droits humains.
Donc en 2021, le Parlement européen a adopté un rapport qui affirme que les droits sexuels et reproductifs sont des droits humains et que leur violation constitue une forme de violence faite aux femmes, y compris le fait d'empêcher l'accès à l'avortement pour les femmes. On a aussi eu une condamnation très ferme à plusieurs reprises de l'interdiction de l'avortement en Pologne et un soutien aux activistes polonaises. Et puis une proposition d'inclure le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est une idée qui a été lancée par le président Emmanuel Macron en janvier 2022 et qui maintenant est officiellement soutenue par le Parlement européen, notamment suite au renversement de Roe v. Wade aux États-Unis. Voilà, c'est une proposition qu'on soutient évidemment. Même si ce ne sera pas simple au niveau européen, on la soutient politiquement et c'est une demande qu'on fait aux partis politiques européens d'inclure cette proposition-là dans leur programme pour les élections européennes de 2024. Donc voilà, c'est sûr que, en tout cas, l'avenir du droit à l'IVG en Europe va dépendre grandement des résultats des élections prochaines, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, puisque c'est une question extrêmement politique. Et je voulais terminer en disant que je ne pense pas qu'on doive traiter de l'avortement de manière isolée. C'est une question qui est liée à plein d'autres questions, déjà des droits sexuels et reproductifs, la contraception, l'éducation, la sexualité, évidemment, mais l'égalité des genres aussi, les droits des personnes LGBT, tous les droits de toutes les minorités, mais aussi liées à des questions plus générales de démocratie, d'état de droit, d'espace pour la société civile et de justice sociale. Et voilà, je pense que c'est vraiment une question qui est en fait au cœur du projet de société qu'on veut avoir et qui est à défendre face à d'autres forces politiques qui ont un projet tout autre, qui est autoritaire, illibéral, antidémocratique et patriarcal. Voilà, je vous remercie. Bonjour, on m'entend? Ok. Donc moi, je voudrais, en restant dans la thématique générale de la conférence, donc de la constitutionnalisation de l'IVG en France, je voudrais de façon très factuelle vous présenter le cas polonais, donc qui illustre les risques auxquels ce droit est exposé, le droit à l'avortement est exposé s'il n'est pas protégé de façon explicite et pérenne par le droit, par la loi. Donc les exemples les plus évocateurs de ces risques, donc je pense bien sûr au cas américain, à la révocation en 2022 par la Cour suprême américaine de son arrêt historique d'il y a 50 ans, rendant les États américains libres d'interdire l'avortement. Je pense bien sûr au jugement de la Cour constitutionnelle en Pologne dont a parlé Camille. Ce jugement a invalidé le motif de pathologie fœtale comme condition permettant d'accéder à l'avortement. Ces reculs se sont faits dans le contexte d'alternance politique marquée donc aux États-Unis par l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et en Pologne le parti Droit et Justice, un parti d'extrême droite, et des nominations qui ont suivi dans les plus hautes instances judiciaires de juges ultra-conservateurs. Tout d'abord, je voudrais présenter quelques cas très concrets de femmes pour illustrer comment cette loi déjà extrêmement restrictive qui a criminalisé l'avortement en 1993 en Pologne et après le jugement de 2020 qui du coup a rendu l'accès à l'avortement encore plus compliqué, qu'il était déjà très compliqué. Donc je voudrais vous expliquer comment cette situation pèse sur la vie quotidienne des femmes en Pologne. Donc tout d'abord, je vais vous parler d'Isabella. Elle était âgée de 30 ans, elle avait une fille de 9 ans. Elle est tombée enceinte après 3 ans de tentatives infructueuses. Elle a été hospitalisée au milieu de sa grossesse. Il s'agissait d'une pathologie de fœtus. Malgré les risques pour sa santé et sa vie,
ce qui est toujours un motif valable théoriquement de l'avortement en Pologne, les médecins attendaient que la mort de fœtus in utero. Elle est décédée de choc septique en 2021. Durant une audition au Parlement européen, sa belle-sœur a dévoilé les SMS qu'Isabella a envoyés à sa famille quelques heures avant sa mort. Elle écrivait notamment « Il faut attendre que le cœur s'arrête de battre parce que grâce au gouvernement, impossible de faire autrement. C'est la loi. » Le supplice de l'être humain, Kaczynski et Duda, donc c'est le nom de deux politiciens de ce parti Droit et Justice, l'ont fait. Les femmes sont devenues des couveuses. Selon le président de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres au Parlement européen, au moins 6 femmes enceintes sont mortes en Pologne suite à ce jugement de 2020. Un autre cas, Johanna, elle est tombée enceinte d'une grossesse non désirée. Elle a avorté chez elle en se procurant elle-même les médicaments, ce qui est légal en Pologne. Ce qui est illégal, c'est d'assister quelqu'un, mais les femmes ne sont pas pénalisées. Elles peuvent faire leur avortement autogéré, disons. Se sentant fragile psychologiquement, elle a appelé sa psychiatre, qu'elle a informée dans la foulée de son IVG. Cette dernière a décidé de la faire hospitaliser et en appelant le SAMU, elle a divulgué l'information sur l'avortement. Les médecins du SAMU sont arrivés accompagnés de policiers qui ont escorté Johanna à l'hôpital. Malgré sa détresse psychologique et les protestations de médecins, la police lui a confisqué son téléphone et son ordinateur a procédé à la fouille au corps. Son cas ayant été médiatisé lors d'une conférence de presse, la police a divulgué les détails relatifs à son état de santé en rendant public l'enregistrement de l'appel de sa psychiatre au SAMU. De nombreux cas de répression policière de ce type ont été divulgués récemment, notamment la fouille d'une fosse septique par la police suite à une fausse couche. Une femme dont je ne peux pas divulguer le nom, que j'appellerai Marie, était atteinte de détresse psychologique après qu'on a diagnostiqué un trouble mortel de son fœtus, malgré les attestations de plusieurs psychiatres qui préconisaient l'avortement pour motif de risque pour sa santé, voire pour sa vie, ce qui est légal en Pologne, théoriquement. Plusieurs hôpitaux ont refusé de pratiquer l'IVG. Elle a finalement pu avorter suite à l'intervention d'avocats et de députés à l'hôpital, faisant partie d'un réseau féministe. Son avortement fait partie de quelques centaines d'IVG légaux réalisés dans ce cadre légal en Pologne depuis 2020. Donc la Pologne, rappelons-le, est un pays de 30 millions d'habitants. Les femmes constituent la moitié des habitants. Voilà. Donc quelques chiffres pour passer de ces cas individuels à une vision plus globale. La criminalisation de l'avortement en 1993 a drastiquement limité l'accès à cette pratique. Le nombre d'IVG avoisinait 150 000 par an dans les années 1980. Il est tombé à 1100. En 2019. Après le jugement de la Cour constitutionnelle, ce chiffre, déjà dérisoire, a été divisé par 10. De nombreux exemples de refus d'IVG dans le cas théoriquement autorisé par la loi de 1993, dont celui opposé à une adolescente violée en 2008, témoignent des effets indirects du droit qui sont à l'origine de son application plus extensive par les médecins, par peur de sanctions encourues, comme c'est le cas justement de ces refus de pratiquer l'avortement, même s'il y a un danger pour la vie ou la santé de la femme. Et bien sûr, ce jugement de 2020 donc, a encore aggravé, on va dire, ces chilling effects. Les statistiques officielles ne reflètent bien sûr pas le nombre réel de l'avortement, estimé par l'ONG Institut Guttmacher à 93 000 par an. Selon les organisations féministes, ces avortements se répartissent entre pratiques clandestines, ce qui va bien sûr avec les risques sanitaires que nous pouvons imaginer, l'IVG transfrontalière ou médicamenteuse autogérée. Selon une enquête du centre polonais Sebos, une femme sur 3 a eu recours à l'avortement, au moins une fois dans sa vie. Et les données publiées de l'organisation Abortion Dream Team, qui propose des circuits alternatifs d'accès à l'avortement, font état d'une hausse exponentielle, de demandes après le jugement de la Cour constitutionnelle, soit 44 000 d'IVG médicamenteuses autogérées ou effectuées à l'étranger, étaient suivies par cette ONG où
quelques activistes, une dizaine au plus, tout au plus, aident des milliers de femmes. C'est des données de 2022. Pourquoi ces attaques récentes, c'est la question qu'on me pose souvent, contre l'avortement, si l'accès était déjà extrêmement compliqué depuis 1993? Tout d'abord, il y a des tendances transnationales, d'où d'ailleurs la nécessité d'apporter peut-être une réponse transnationale aussi à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on observe depuis, disons, le début de la seconde décennie du XXIe siècle, l'apparition du concept d'idéologie de genre, qui structure le débat politique en Pologne, mais c'était aussi un peu le cas en France, notamment il a été mobilisé dans le cadre de l'opposition au mariage pour tous. Ce concept a été développé comme l'élément de la stratégie du Vatican, permettant de s'opposer aux résultats des conférences de l'ONU en 1990, donc qui ont fait avancer la cause féministe. En Pologne, l'hégémonie de l'Église catholique et de ces cercles partisans amplifie la résonance de ce concept qui est présenté comme une sorte de produit de colonisation idéologique du peuple polonais par les élites occidentales et comme une menace pour la famille dite traditionnelle, soit un couple hétérosexuel marié avec des enfants. Au-delà de ces tendances transnationales, bien sûr, la rupture politique de 2015 a été à l'origine des avancements de ces milieux anti-choix ou anti-genre aussi, parce que ça ne concerne pas uniquement l'avortement, enfin les droits reproductifs, ça concerne bien sûr aussi les droits sexuels en Pologne. Donc le tournant illibéral de la Pologne après l'arrivée au pouvoir du parti Droite et Justice a marqué une offensive contre la démocratie et le droit reproductif et sexuel. Et ce que disait Camille est totalement vrai, c'est-à-dire que l'avortement est tellement lié, c'est une sorte d'indicateur de l'état démocratique du pays. Et en Pologne, ces derniers, les droits reproductifs et sexuels ont été instrumentalisés en rendant possible une sorte de coopération entre le pouvoir illibéral et ces mobilisations conservatrices, anti-genre. Et cette coopération a été profitable pour les deux parce que du coup, les acteurs autoritaires ont pu mettre le genre un peu au centre de leur rhétorique en faisant venir d'autres publics qui n'étaient peut-être pas encore acquis à leur cause. Et de l'autre côté, ça a permis aux mobilisations anti-genre de faire avancer sur leur cause sur le plan politique. Plusieurs phénomènes ont favorisé cette vague de politisation de l'avortement après 2015 qui a abouti finalement à l'abrogation de la loi de 1993 en 2020 par ce jugement de la Cour constitutionnelle. Donc d'un côté, le parti au pouvoir s'est mis à promouvoir et financer des ONG conservatrices, tout en déployant des tactiques d'intimidation et de délégitimation, donc je ne sais pas, des descentes de police dans les sièges des ONG progressistes, ce qui a changé les rapports de force au sein de la société civile. De l'autre côté, l'offensive institutionnelle des milieux conservateurs a compromis l'état de droit en Pologne, ce que disait Camille, a favorisé le démantèlement des politiques d'égalité, qui certaines d'entre elles fonctionnaient quand même, et l'introduction de l'expertise antiféministe au sein des institutions de l'État. Cette offensive était menée notamment sous l'égide d'un think tank, Ordo Iuris, l'ordre légal, réunissant une nouvelle génération de militants hautement professionnalisés, relativement jeunes, 30-40 ans, avocats, médecins, enseignants-chercheurs, introduits au plus haut niveau du pouvoir. Donc ces gens sont aujourd'hui ministres, juges de la Cour suprême, conseillers du gouvernement, occupent également des positions très importantes au sein de la société civile. Ils sont enseignants-chercheurs dans les grandes universités polonaises, directeurs d'hôpitaux, associés dans les cabinets d'avocats, etc. Du fait de ces positions, ils arrivent à influencer efficacement la conception et l'application des politiques publiques en matière de droits reproductifs et sexuels. Au-delà de cette proximité avec le pouvoir exécutif que j'ai évoqué, qui permet directement de faire avancer les idées conservatrices, au sein de l'appareil de l'État, le think tank, qui regroupe globalement les professions légales, utilise
principalement des moyens légaux. Donc, sur le plan législatif, par exemple, ils sont très actifs. Donc, ils ont souvent recours à ce qu'on appelle l'initiative citoyenne, l'initiative législative citoyenne, qui permet de présenter au vote du Parlement des projets de loi qui ont récolté 100 000 signatures. Ainsi, le think tank était par exemple à l'origine du projet de loi visant à abolir complètement l'avortement en 2016 et à introduire les peines de prison pour les femmes. Rappelons qu'aujourd'hui, les femmes ne risquent pas des peines de prison, c'est que les médecins et la famille, des gens qui les aident, disons. Soutenu par d'autres organisations anti-choix et les paroisses qui ont recueilli les signatures, le projet a été finalement rejeté par la majorité ultra-conservatrice dans le contexte des protestations massives dites protestations noires en 2016. Le pouvoir libéral, secondé par ce think tank, exerce des pressions sur les militants et les avortantes, mais aussi sur les personnes qui appliquent les politiques publiques. Donc le cas récent, le procès récent dont parlait Camille aussi de Justyna Wydrzyńska, activiste de l'ONG Abortion Dream Team, jugée et condamnée pour avoir fourni ses propres pilules abortives à une femme victime de violences conjugales, s'inscrit dans la dynamique générale de répression policière et judiciaire, aujourd'hui dirigée contre les militants, mais aussi les journalistes, les artistes, récemment les chercheurs aussi. Ils sont accusés de diffamation, blasphème, outrage ou atteinte à l'intégrité physique de fonctionnaires de police, d'organisation de manifestations illégales ou, comme c'était le cas de Justyna Wydrzyńska, d'aide aux avortantes. Ces mesures font partie d'une sorte de dispositif qui permet de contenir la protestation et la toute contestation de ces politiques publiques en matière de droits sexuels et reproductifs. Elles se sont intensifié durant la vague de protestation 2020, dans les années 2020-2021. D'abord en août 2020 pour les manifestations de soutien à Margot, jeune militante LGBT placée en détention provisoire, préventive, je crois on dit en France, pour avoir vandalisé un van avec des slogans homophobes. Puis en réaction à la décision de la Cour constitutionnelle en octobre 2020. Les militants et leurs avocats que j'ai interviewés témoignent de dizaines, voire centaines de procédures qui les visent, de la charge mentale, bien sûr, parfois financière, malgré qu'ils sont globalement défendus par les avocats pro bono. Une des personnes que j'ai interrogées a 150 procédures en cours, dont 15 au pénal. Les avocats proches d'Ordo Iuris s'associent au pouvoir libéral dans ces procédures. Ils représentent, par exemple, dans le cas de Justyna Wydrzyńska, ils représentaient les fœtus, soi-disant. Explication qui d'ailleurs a été expliquée par la juge nommée par le pouvoir libéral. Ils représentent les policiers dans les affaires d'outrage ou d'atteinte à l'intégrité physique. De l'autre côté, ce think tank fait pression sur les professions médicales, les procureurs, la police, en envoyant directement à ces institutions des opinions légales qui leur sont adressées et dans lesquelles les avocats proches de Ordo Iuris, par exemple, vont expliquer que la dépression n'est pas vraiment un problème de santé, donc ne peut être considérée comme motif valable d'avortement. Ces actions produisent bien sûr des chilling effects dont j'en parlais avant, incitent les gens à ne pas exercer leur liberté, c'est-à-dire de manifester, de publier un article. Quand on a 150 procédures juridiques en cours, on va un peu hésiter avant d'aller manifester si on a des risques qui sont liés à ça, ou ne pas appliquer la loi en refusant l'avortement aux femmes qui ont légalement droit. Une femme médecin, par exemple, m'expliquait ces mécanismes. Donc, elle a dit « Chaque médecin qui délivre un certificat attestant qu'une femme a le droit d'avorter a dans un coin de tête ses pensées sur Ordo Iuris, les risques qu'il ou elle prend. Lorsque je délivre un certificat psychiatrique indiquant qu'il y a un risque pour la santé ou la vie d'une femme enceinte, je suis bien sûr consciente que j'agis conformément à la loi, car la santé mentale est la santé, mais j'ai tout de même très peur. » Une autre caractéristique de ces nouveaux milieux anti-choix, c'est la transnationalisation de leurs actions.
Donc les rapports du Forum parlementaire européen, des enquêtes de plusieurs journalistes d'investigation mettent à jour l'existence d'une sorte d'internationale ultra-conservatrice, composée de dizaines, voire centaines d'organisations interconnectées dans le monde entier, beaucoup d'américaines, mais beaucoup d'européennes aussi. Des liens financiers entre ces organisations, les coprésences dans les instances dirigeantes, les coprésences durant les échéances militantes, les co-signatures de documents adressés aux institutions témoignent donc d'une interdépendance très développée entre elles. En 2022, par exemple, Ordo Iuris a signé aux côtés d'une centaine d'organisations originaires de 15 pays une lettre adressée à Emmanuel Macron pour protester contre sa proposition d'inclure le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Une trentaine de ces organisations ont adressé individuellement ou collectivement des opinions dites amicus curiae à la Cour constitutionnelle polonaise avant le jugement de 2020. L'exemple, elles sont partout à l'ONU, elles ont le statut des organisations affiliées auprès de l'ONU où elles font front commun, donc c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça, je pense que la réponse transnationale est aussi indiquée dans ce cas de figure. Donc moi, je pense que l'exemple polonais démontre comment, dans le cas d'une alternance politique, il est possible en seulement quelques années de démanteler les lois existantes, de faire avancer des idées rétrogrades relatives aux droits reproductifs et sexuels au sein de l'appareil de l'État, au sein des institutions, dans les cours, dans les hôpitaux, dans les universités. Donc il est évident que des verrous légaux, que ce soit au niveau national comme constitutionnaliser le droit à l'avortement, ou au niveau transnational comme l'inscrire dans les traités, par exemple de l'Union européenne, dans la charte des droits fondamentaux, pourrait ça ne serait pas un risque zéro parce qu'on a bien vu en Pologne que la Constitution, ça ne les arrête pas trop et que voilà, c'est juste à titre indicatif. Hein. Mais ça pourrait quand même constituer des barrages qui rendraient toute modification qui rendrait ces risques moindres. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et toutes. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à France Insoumise de mettre un débat sur le droit à l'avortement. Je pense que c'est important vraiment de mettre ces sujets-là au cœur. Ça faisait longtemps en fait qu'ils n'étaient pas au cœur et je trouve que finalement, ce qui s'est passé aux États-Unis, ça a fait une onde de choc pour toutes et tous, même si nous, ça fait 50 ans qu'on demande la constitutionnalisation. Ça veut dire qu'on a toujours demandé, on a essayé de chercher depuis quand. Et puis en fait, c'est quelque chose qu'on réclame depuis très longtemps, puisque évidemment qu'on discute et on échange avec des pays européens, voire hors européens, et on voit les menaces directes sur le droit à l'avortement. Juste quand même pour rappeler, toutes les 9 minutes, il y a une femme qui meurt d'un avortement clandestin dans le monde. Ça veut dire que ce n'est pas juste une situation, c'est vraiment une attaque directe, et on voit en effet que c'est un objet direct et un outil direct de l'extrême droite qui est la question du droit à disposer de son corps, le droit de dire non à une grossesse qu'on ne souhaite pas. Et donc bien évidemment, déjà, je voulais juste redire ma solidarité avec le planning est bien sûr solidaire et à toutes les féministes en Europe et dans le monde qui se battent pour ce droit qui est fondamental et encore plus au courage des Polonaises activistes qui font un travail gigantesque et je voulais juste réappuyer ma solidarité. Voilà. Et dire aussi notre rôle, en fait, qui est aussi d'interpeller le gouvernement à soutenir la Pologne, à soutenir l'Hongrie aussi, à soutenir les Italiennes. C'est aussi notre rôle, nous, le planning familial français, de pousser à ça. Et j'invite évidemment aussi les parlementaires à pousser à ça. Ça veut dire à que ça soit un sujet, puisque... en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans les médias, ce qui se passe en Pologne ou en Hongrie ou en Italie. Et c'est vrai que de visibiliser les réalités des femmes, c'est une chose qui est plus qu'essentielle concernant les droits sexuels et reproductifs. Donc merci, enfin, je trouve que c'est vraiment un exemple très précis. Mais je voulais peut-être déjà me représenter. Donc moi, je suis Sarah Durocher, je suis membre d'un bureau confédéral et je suis présidente du planning familial. Peut-être en 2 mots pour vous dire un peu ce qu'est le planning familial, parce que souvent on pense que c'est une institution. Ben non, en fait, on est un mouvement politique, on est une association féministe d'éducation populaire. On a à peu près 80 antennes
sur l'Hexagone et dans les départements d'outre-mer. Donc vous avez peut-être autour de vous une association départementale, voilà, là où vous habitez en tout cas. Et donc l'objectif c'est d'accueillir toutes les personnes concernant les droits sexuels et reproductifs, alors concernant l'avortement, concernant la contraception, concernant les violences aussi, concernant l'éducation à la sexualité. On est une association assez généraliste sur ces sujets et en fait on bouge avec la société. Ça veut dire qu'à chaque fois que les personnes nous amènent des choses, de la réalité de ce qu'ils vivent, et ben nous, notre objet, ça va être d'aller le porter auprès de parlementaires, auprès d'institutions publiques, pour dire, voilà, c'est ça la réalité, et là, on vous alerte, on est des lanceuses d'alerte sur les questions des droits sexuels et reproductifs, et évidemment qu'on accueille à peu près 400 000 personnes par an, et on intervient auprès de 150 000 personnes sur les questions d'éducation à la sexualité. Donc en fait, comme je vous disais, nous on a un peu les observatrices de ce qui peut se passer sur l'accès à l'avortement, parce qu'on a quand même un grand nombre de personnes qui viennent nous voir sur les questions d'avortement. Et en fait, aujourd'hui, quand on met le débat sur la constitutionnalisation, c'est pas juste une envie de quelques féministes ou de quelques parlementaires à vouloir le constitutionnaliser, c'est parce qu'on est bien conscient du contexte, on est bien conscient qu'il y a des menaces, et aujourd'hui de dire que le droit à l'avortement en France n'est pas menacé, c'est faux. C'est faux. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une exception française, déjà. Ça, c'est une première chose. Quand on voit qu'il est menacé un peu partout, quand il n'est pas établi. Donc, alors, ça serait un peu prétentieux de dire qu'en France, ça ne serait pas possible. Et donc, aujourd'hui, moi, je veux juste vous indiquer quelques éléments pour vous dire un peu les réalités de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, nous, sur le terrain, en sachant que ce n'est pas juste des situations individuelles. Comme je vous dis, on voit un grand nombre de personnes. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut définir que pour certaines femmes, pour certaines personnes qui sont en demande d'avortement, accéder à un parcours simple, ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est que les femmes puissent avoir facilement accès au droit à l'avortement. C'est pas d'attendre une semaine, c'est pas d'attendre 2 semaines, c'est pas d'attendre de se déplacer, puisqu'aujourd'hui, on est dans des vraies réalités. On est dans des vraies réalités, qu'il y a des femmes qui passent d'un département à un autre, et ça se voit en Italie aussi, et ça se voit aussi en Espagne. Ça veut dire que quand la loi, elle existe, elle est là. Mais concernant l'accès, et là, je vous parle de personnes, je vous parle de femmes, qui ont des vraies difficultés par rapport à ça. Et ça pose forcément la question financière. Ça veut dire que quand vous devez partir à 80 km de là où vous habitez, qu'aujourd'hui, le parcours de l'avortement, il est compliqué, il faut 3 rendez-vous. Ça veut dire qu'il faut prendre des congés, il faut faire garder les enfants si on en a. Ça veut dire qu'il faut dépenser des sous pour pouvoir se déplacer. C'est honteux, en fait. Ça veut dire que, mais ça, aujourd'hui, c'est des vraies réalités. Alors évidemment que nous, on alerte par rapport à ça en permanence. Donc à chaque fois qu'on alerte, eh ben, en fait, on va alerter le ministère de la Santé, qui va alerter l'Agence régionale de santé. Et évidemment qu'on va essayer de trouver un médecin, qu'on va déplacer d'un département à un autre parfois, pour pouvoir faire « non, non, c'est bon, il y a accès à l'avortement ». Sauf que pour nous, ce n'est pas du tout suffisant, puisque aujourd'hui, on est l'été, là c'était les vacances. Souvent, ça repose sur 1 ou 2 professionnels de santé, que ce soit des sages-femmes ou des médecins. Et bien finalement, en fait, quand il y en a un qui est en congé, parce qu'ils ont le droit d'être en congé aussi, ou parce qu'aussi il peut y avoir de l'épuisement, et bien évidemment que l'accès à l'avortement sur le territoire où on est, il est compliqué. Donc vraiment pour nous, il y a quelque chose autour de réalité, de choses concrètes, qui sont aussi reliées à d'autres politiques. Ça veut dire c'est les politiques de santé. Quand il y a un désert médical, la première chose qui est sacrifiée, c'est la santé des femmes. Et ça, c'est pas que en France, c'est un peu partout. Sauf qu'on ferme des maternités, on ferme donc des CIVG. Et ça, c'est quelque chose qui est très concret depuis les 10 dernières années. On est vraiment en alerte sur le fait qu'il y ait une réduction d'offres de soins concernant l'avortement. Donc pour nous, c'est vraiment une grosse alerte qu'on a. Ça veut dire qu'on ne va pas en allant mieux, très clairement, sur l'accès à l'avortement, et sur des choses très concrètes. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses. La deuxième chose, c'est qu'on a des ennemis de l'avortement. Comme vous l'avez bien dit toutes les deux, en fait, aujourd'hui, je vais vous dire un exemple. En fait, on a un numéro vert, IVG, contraception, sexualité, le 0800 08 11 11. Je le place quand je peux le placer tout le temps, comme les Polonaises font aussi à placer les numéros. Et en fait, ce numéro, il n'est pas vieux. C'est aux 40 ans de la loi Veil. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait aucune plateforme d'information. Il y avait les antennes du planning, bien sûr. Mais en fait, pousser la porte du planning, ce n'est pas si simple que ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce numéro a été créé, on va bientôt fêter les 10 ans, on va bientôt fêter les 50 ans de la loi Veil. Et en fait, c'est ça qui est très important, ça veut dire qu'il n'y avait pas de source réelle d'information. On a développé ce numéro,
Aujourd'hui, il y a un chat, il y a un site qui existe. Mais pourquoi on l'a fait? On l'a fait pour que les personnes aient une vraie information. Mais c'est surtout qu'on a vu sur les plateformes la création de sites Internet qui désinformaient les femmes. On a regardé les derniers mois, depuis qu'on a sorti le site Internet, en un mois, il y a 3 sites anti-choix qui sont sortis. Ça veut dire qu'ils ont les moyens, ça veut dire qu'ils ont le temps, et ça veut dire qu'ils travaillent un vocabulaire aussi à comment est-ce qu'on s'adresse aux personnes. Qu'ils attaquent les militantes féministes, qu'ils attaquent le planning familial, ça c'est une chose. Mais par contre, leur cible aujourd'hui, c'est vous êtes enceinte, vous n'avez pas forcément eu d'éducation à la sexualité et d'information parce qu'en fait, il n'y a pas de grosse campagne. Et nous, c'est ce qu'on demande, par exemple, au gouvernement, qu'il y ait une grosse campagne sur les droits sexuels et reproductifs pour vraiment dire une information claire et juste. Et bien, en fait, vous allez vous retrouver avec des choses comme c'est un échec, c'est grave, vous risquez d'être stérile. Ça, c'est des choses qui existent encore en 2024. Et c'est un combat permanent. Je vous dis un autre exemple. Simone Veil est décédée il y a quelques années. Le lendemain, il y a un site qui s'appelle Simone Forever qui apparaît le lendemain matin. Tout le monde pensait que c'était un site un peu en hommage et que ça venait de nous, en fait. Quelque chose autour de « Merci Simone Veil pour le droit à l'avortement », même si on est bien d'accord que c'est surtout les militantes féministes derrière qui ont fait que ce droit-là puisse exister. Et ben en fait, ils avaient acheté des noms de domaine. Et Simone Forever, c'était le nom des 60 ans du planning familial. Mais on n'avait pas acheté le domaine. Ils font un raid sur Internet, ils achètent des noms de domaine, ils essayent de créer des choses. Et ça, par exemple, nous, c'est des moyens qu'on n'a pas. Et c'est vraiment leur axe d'attaque par rapport à ça. Et de manière beaucoup plus concrète, le planning familial a été attaqué 5 fois cette année. Ces antennes ont été attaquées. Alors, le planning familial est attaqué de manière très régulière. On a toujours été attaqué. Ça, c'est quelque chose d'assez clair. Mais depuis les dernières élections présidentielles, que ça soit dans nos manifestations féministes, que ça soit sur les questions d'avortement, on sent qu'il y a un contexte qui est en train de s'aggraver énormément. Et un des axes et un des sujets qu'ils attaquent en premier, c'est la question en fait du droit à l'avortement. Et donc on a eu à Strasbourg et à Bordeaux 3 antennes du planning qui ont été dégradées, qui ont été revendiquées par des blocs d'extrême droite, très clairement, avec des messages d'intimidation, avec des messages de désinformation. Imaginez juste, quand il y a écrit par terre des mots horribles sur l'avortement, imaginez juste que vous êtes une femme qui vient au planning, qui veut avorter et qui voit ce message-là. Donc on a vraiment une alerte là. On n'est pas assez attendu sur cette alerte-là et je le redis, le planning et les droits sexuels et reproductifs sont la cible, mais comme c'est la cible des mouvements qui défendent les personnes exilées, par exemple, c'est pas n'importe quelles associations aujourd'hui dans le contexte français qui sont la cible. Le planning est la cible parce que, comme tu disais, on rêve d'une société qui est sur la justice sociale, qui est pour aussi faire en sorte que les personnes les plus éloignées du droit, les personnes les plus pauvres et qui vivent vraiment les choses les plus compliquées, et finalement, ces personnes, elles sont complètement oubliées et c'est elles les perdantes là-dedans. Et redire aussi que la constitutionnalisation, c'est pas juste pour nous. C'est pas juste pour faire plaisir à nous, c'est pour les années suivantes, mais surtout, c'est que si la France constitutionnalisait le droit à l'avortement, ça rendrait le mouvement féministe, mais pas que français, d'une mobilisation, que c'est possible, que ça va donner des idées à d'autres féministes, même si elles l'ont bien, mais on pourra dire la France l'a fait, et nous, bien sûr, on sera solidaires au fait que dans d'autres pays, il y ait la constitutionnalisation. C'est pas, comme certains disent, c'est pas juste comme ça une envie qu'on a eue un matin de se lever et de se dire on va constitutionnaliser le droit à l'avortement. Et c'est pour ça que notre rôle aujourd'hui, c'est d'alerter là-dessus. Moi, je remercie les parlementaires comme Mathilde qui ont posé les choses et qui ont mis au débat la constitutionnalisation. Dire que Mélanie Vogel a fait la suite aussi, mais tu vas en dire bien sûr après, et que le Sénat, pour la première fois, le Sénat a toujours refusé de débattre sur l'avortement. Et il y a eu 7 PPL sur l'avortement, ils ont toujours dit non. Là, pour la première fois, on a réussi, mais je ne vous dis pas comment, ça a été très compliqué. Mais en fait, il y a vraiment cette urgence
de constitutionnaliser, parce qu'on voit ce qui se passe en Europe, on voit ce qui se passe en Pologne, on voit ce qui se passe aux États-Unis. Et je pense que là, on est dans une responsabilité, et c'est surtout une mobilisation de tous les temps, parce qu'on a d'autres sujets, parce qu'il est nécessaire, bien sûr, mais parce qu'on a aussi encore des difficultés, des revendications à avoir sur l'avortement. Nous, on voudrait des délais supplémentaires, on voudrait que la clause de conscience saute, puisqu'il y a une clause de conscience spécifique à l'avortement. Juste pour vous dire... En fait, juste pour vous dire, en fait, tout médecin peut refuser un acte. C'est-à-dire qu'il a une clause de conscience. Sauf qu'en fait, les compromis sur l'avortement, c'est toujours le cas. C'est toujours un sujet, l'avortement, de toute façon, qui met l'extrême droite en furie. Mais en fait, la clause de conscience, ça a été mis dans la loi Veil à l'époque pour calmer un petit peu, pour rassurer un petit peu. Et en fait, c'est le seul acte en France où il y a une double clause. Donc vous imaginez, ça veut dire que c'est un acte qui est à part, c'est un acte qui ne fait pas partie du parcours des femmes. On n'oblige pas du tout les médecins à faire des avortements, hein. Ce n'est pas du tout ça notre truc. Hein. La seule chose, c'est que symboliquement, de dire que cet acte-là, il y a en plus une clause de conscience supplémentaire, c'est assez alarmant. Et peut-être vous dire quand même que les anti-choix ont quand même... Nous, on a eu une petite victoire en France, mais comme ça a été compliqué d'allonger de 2 semaines, on a allongé de 2 semaines. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas allongé les délais. Vous imaginez s'il faut faire 2 semaines tous les 20 ans? Ça va être un petit peu compliqué, alors qu'on parlait de situations très concrètes. Mais par contre, on a eu beaucoup de défaites. Et je pense que de constitutionnaliser l'avortement, ça serait une victoire pour les féministes, mais ça sera aussi pour eux une défaite. Ils ont besoin d'en prendre dans la figure des défaites. Et je pense vraiment... Je pense vraiment, enfin, moi, on a vu qu'ils avaient collé sur les Vélib, enfin, on a vu, ça coûte à peu près 100 000 €, quelque chose comme ça. C'est énorme, ça veut dire qu'ils ont été capables en une nuit de faire ça, ils vont le refaire. Et vraiment, moi, je vous invite, enfin, on va avoir besoin de vous, en fait, on va avoir besoin de la société civile pour vraiment faire en sorte que là-dessus, ils ne gagneront pas. Et je vous invite à signer une pétition, il y en a une en cours en ce moment, si jamais vous avez envie. Mais on a besoin de ça, c'est des signes pour nous qui sont importants. Ce n'est pas juste quelque chose qui ne servira à rien, c'est qu'on a vraiment besoin de dire qu'ils seront perdants et qu'on gagnera. Voilà. Merci infiniment à vous trois. Je vais continuer avec la bataille parlementaire qu'on a menée cette année, effectivement à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, et rappeler, comme l'a fait Sarah à l'instant, que derrière une loi, il y a toujours une foule. Et que d'abord et avant tout, ce sont les militantes féministes un peu partout dans le monde, y compris pour nous avoir légalisé l'avortement dans notre pays, qui ont fait que ces lois ont pu avancer parce que des femmes ont désobéi, parce qu'elles ont appris elles-mêmes à s'avorter entre elles pour pouvoir faire en sorte que le droit avance et qu'enfin le droit des femmes puisse progresser. Et donc cette victoire qu'on veut arracher en France, on la veut pour nous-mêmes, on la veut pour l'Europe, on la veut pour les femmes polonaises, mais on la veut pour les femmes états-uniennes et pour l'ensemble des militantes qui se battent dans le monde pour avoir le droit de disposer librement de leur corps. Donc, juste pour vous expliquer comment ça s'est passé, et c'était une phrase de Simone de Beauvoir de 1974 qui résonnait très fort en juin 2022. En juin 2022, vous avez à la fois l'annulation de l'arrêt qui permettait d'avorter aux États-Unis, avec des choses, 18 États qui dans la foulée directement interdisent ou restreignent directement l'avortement, et puis d'autres qui ont suivi malheureusement la voie. Et du coup, une parole qui s'est complètement libérée sur cette question-là. Vous avez un élu en Caroline du Sud qui a proposé en mars 2023 une proposition de loi pour donner la peine de mort aux femmes qui auraient avorté illégalement. C'est ce qui se crée lorsque vous arrivez dans des situations comme ça, avec des femmes qui, aux États-Unis, 1 an après l'annulation de l'arrêt, se retrouvent à faire soit des centaines de kilomètres pour pouvoir avorter, y compris lorsque je voyais un reportage l'autre jour sur une femme qui a eu une fausse couche, et pas une fausse couche, pardon, son fœtus est mort dans son ventre, et on refusait de lui enlever ça. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire en termes de mal-être physique, de torture psychologique, que de garder un être mort en vous, dont vous ne voulez plus, et qui a dû faire 8 heures de voiture pour faire en sorte qu'elle puisse avorter.
C'est des millions de femmes et de jeunes filles aux États-Unis qui sont mises en danger par ce qui se passe. Et évidemment, c'est la même chose que ce qui se passe en Pologne. Tu parlais d'Agnieszka, d'Isabella, mais il y a aussi Agnieszka qui est morte et 4 autres femmes qui sont mortes depuis que le droit à l'avortement a été quasiment interdit en Pologne. Donc là, on a une question. Vous savez, souvent on dit en politique, on touche sur des sujets. Quand on parle des classes populaires sur ce qu'est la politique, ça c'est Édouard Louis qui dit ça, qui dit c'est des questions de vie ou de mort. C'est exactement ça qu'on est en train de toucher aujourd'hui. C'est une question de vie ou de mort pour les femmes, avec pour toujours l'extrême droite à chaque fois qui, en premier lieu, s'attaque à ces droits-là. Tu disais, ça va avec des attaques d'autres droits, notamment des LGBT, etc. Là, vous avez vu Mélanie en Italie. Une des premières choses qu'elle fait, c'est qu'elle dit aux familles homoparentales, vous avez, il y a 2 mamans, 1 enfant, ou 2 enfants, ou 3 enfants, ce que vous voulez, eh bien, on va enlever du certificat de naissance de l'enfant, des enfants déjà nés, qui sont déjà là, on va leur enlever le 2e nom d'une des parents. Donc, on leur enlève le droit de parentalité sur les enfants qu'ils éduquent. Ça, c'est une des choses que Mélanie est en train de faire, en plus que ce que tu racontais à côté. Donc, à la fois, on a l'onde de choc dont on parlait sur les États-Unis. Et puis, on a autre chose dont je voudrais vous parler aussi, qui est l'arrivée de 89 députés RN à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous toujours qu'au premier tour des élections législatives, ceux qui gagnent l'élection législative au premier tour, c'est la NUPES. C'est la NUPES qui a gagné le premier tour des élections législatives. Et que se passe-t-il au second tour? Eh bien, c'est simple. Dans ce que nous avons défini sur les 3 blocs, théorisé sur les 3 blocs, le bloc d'extrême libéralisme des macronistes ont préféré laisser passer des députés du Rassemblement national plutôt que de faire élire des députés NUPES. Et je peux vous le démontrer avec un seul chiffre. Il y avait au second tour de l'élection législative en 2022 61 second tours qui opposaient un candidat du Rassemblement national et un candidat ou une candidate de la NUPES. Il n'y a que 7 candidats macronistes qui avaient été éliminés au premier tour qui ont appelé clairement à voter pour la NUPES. Donc, dans les 54 autres cas, ils n'ont pas appelé à voter pour la NUPES, ni même à battre l'extrême droite. Et vous avez même l'ancienne ministre des Sports, qui, se retrouvant face à Rachel Keke, première femme de ménage jamais élue à l'Assemblée nationale, a dit qu'il fallait faire barrage à l'extrême gauche. Et donc, qui a en quelque sorte inversé même cette partie-là. Donc, ils se sont fait venir des députés RN. Et je vais vous dire ce que disent ces députés RN, parce que je crois que c'est important que vous sachiez qui sont ces députés sur la question de l'avortement. Alors, Marine Le Pen, vous le savez, avait dit en 2012 qu'il fallait arrêter les IVG de confort. Alors, vous comprenez bien que si vous commencez à regarder ce qu'est un IVG de confort, pas d'IVG de confort, bon, en fait, c'est une restriction durable du droit à l'avortement. Mais ensuite, Marine Le Pen est accompagnée de Laure Lavalette, qui, elle, en 2014, avait fait un texte pour proposer tout simplement d'abroger totalement le droit à l'avortement. Vous continuez avec une autre députée qui est très proche de Marine Le Pen, Caroline Parmentier, qui, elle, écrit en 2018, accrochez-vous à vos sièges, qu'elle regrettait qu'après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 par an, c'est le nombre d'avortements moyens qu'il y a en France chaque année, donc après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 par an, on doit maintenant les remplacer à tour de bras par les migrants. Voilà, ça c'est Caroline Parmentier. Vous en avez d'autres, Hervé de Lépinot, alors lui, incroyable, proche de Marine Le Pen aussi. Je vous dis aussi de qui il est avocat de, tenez-vous aussi, l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, et qui disait en 2020, au moment de l'allongement des délais que nous avons votés à l'Assemblée nationale grâce à Alban Gaillot, qui disait dans un tweet « Comparer l'avortement à 14 semaines au génocide arménien et rwandais, à la Shoah, au crime de Daesh, et expliquer que l'IVG était un acte intrinsèquement mauvais. » En 2014, pour les 40 ans de la loi Veil, il tweet « Sinistre anniversaire, hommage aux millions de victimes de l'avortement, non à la culture de la mort, oui à la vie. » Et vous pouvez continuer sur tout un tas. Christophe Benz, un autre député RN, qui dit « L'avortement est un génocide de masse », etc., etc. Donc, en juin 2022, vous avez à la fois, du fait de la responsabilité historique des macronistes, 89 députés RN, bon, on en a fait gicler un entre-temps, ils sont 88 maintenant, mais
vous avez 89 députés RN qui arrivent avec ce type de propos qu'ils ont tenus et qu'ils continuent de tenir. Plus, vous avez l'onde de choc de ce qui se passe aux États-Unis et qui fait écho à ce qui est en train de se passer en Europe. Et je disais donc que les paroles de Simone de Beauvoir de 1974 font à ce moment-là résonance très forte, puisqu'elle disait « Rien n'est jamais définitivement acquis, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. » Donc, en juin 2022, nous sommes tout juste élus, nous venons de multiplier par 5 notre nombre de députés, nous sommes passés de 17 à 75 députés insoumis, et même à 151 députés NUPES. Et lorsque nous voyons l'annulation de l'arrêt, nous décidons de déposer une proposition de loi pour faire en sorte qu'on constitutionnalise, c'est-à-dire qu'on inscrive dans la Constitution le droit à l'avortement et à la contraception. On avait essayé, bon ça n'a pas passé, mais je vous expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, parce que pour nous, c'est les deux corollaires des mêmes droits. Et d'ailleurs, quand vous regardez, par exemple, en Hongrie, où ils obligent les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter, vous voyez le truc, une des premières choses sur lesquelles ils se sont attaqués, c'est sur la question de la vente libre de la pilule du lendemain. Maintenant, il faut aller voir un médecin. Alors, vous imaginez, vous avez un rapport sexuel et il faut aller voir un médecin généraliste, alors peut-être qu'il faut attendre 3 jours, qui est une pilule que vous devez prendre dans les 24 ou maximum 48 heures après le rapport sexuel. Donc, enfin, bon. Donc, pour nous, c'était les corollaires des deux droits. Donc, on propose cette proposition de loi qui est d'ailleurs une des choses que nous portons comme un mouvement, le mouvement de l'émancipation et de la dignité humaine, c'est-à-dire de mettre des nouveaux droits dans la Constitution, le droit de choisir son genre librement, le droit à l'avortement et beaucoup d'autres droits, le droit à l'eau comme un droit fondamental humain, qui permettent voilà, de protéger ces droits-là et justement de profiter, parce que souvent ils disent « je ne comprends pas pourquoi on inscrirait l'avortement dans la Constitution ». L'avortement n'est pas en danger dans notre pays. Alors déjà, Sarah Durocher vous a montré exactement le contraire. Et même s'il n'est pas en danger comme en Pologne, et heureusement pour l'instant, eh bien c'est justement ce moment-là où il faut l'inscrire dans la Constitution. Parce que si vous attendez d'être dans une situation où le recul sur les droits s'est fait tellement fort, alors vous êtes dans un moment où vous ne pouvez pas l'inscrire dans la Constitution. Donc nous avons décidé de déposer cette proposition de loi. Elle a été examinée le 24 novembre 2022 à l'Assemblée nationale et a été votée très largement, puisque je vais vous redonner, si je les retrouve, les chiffres sur... voilà. 337 députés pour et 32 contre. Donc elle a été votée très largement à l'Assemblée nationale, puisque nous l'avions présentée dans le cadre de notre niche parlementaire de la France Insoumise, donc vous avez suivi le seul jour où on peut choisir l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est une victoire immense et il faut être fiers d'être celles et ceux qui, par le travail qu'on a fait en lien avec les associations, les militantes, qui avons ouvert la brèche sur cette question. Alors le combat, il n'est pas terminé, mais on a commencé à ouvrir la brèche. Et le fait qu'à l'Assemblée nationale, dans une très large majorité, les élus, sur proposition insoumise, je le dis parce que d'habitude, quand vous votez des choses qui viennent de chez nous, ça leur fait très très mal. Sur proposition insoumise, envoie comme ça un signal au monde entier en disant « Nous pouvons être le premier pays à constitutionnaliser le droit à l'IVG », c'était un signal historique énorme à ce moment-là. Et suite à ça, au Sénat, Mélanie Vogel, donc du groupe des écologistes, a elle continué le chemin législatif de cette proposition de loi. Et donc le 1er février 2023, il y a eu donc l'examen du texte au Sénat qui s'est passé de manière beaucoup plus houleuse. Alors nous, on avait des amendements de certains LR et du RN qui étaient absolument dégueulasses. Mais alors, vous montez d'un stade quand vous arrivez au Sénat, bien évidemment, vu la composition. Et donc, avec un texte qui a été adopté par le Sénat à 166 voix pour et 152 voix contre. Donc, quand Sarah Durocher vous dit que ça a été ardu d'aller chercher voix par voix les gens, parce que c'était exactement ça, c'est le travail qui a été fait et qui a permis, pour la première fois dans notre histoire, que le Sénat adopte une proposition de loi pour constitutionnaliser le droit à l'IVG. Donc c'est une victoire éclatante pour nous. Sur ce, on discute avec les associations. Entre-temps, Macron fait un hommage à Gisèle Halimi, dans lequel il dit qu'il va bien sûr mettre dans la Constitution le droit à l'IVG, et ce que Camille Butin a rappelé tout à l'heure, qu'il voulait inscrire
le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors là, vraiment, c'est l'hypocrite en chef. Donc il explique ça, bon voilà. Et nous, on dit, vous savez, il y a plusieurs moyens de changer la Constitution. Soit vous faites un congrès, donc c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et il faut 3/5 des gens pour pouvoir changer la Constitution, et ensuite la Constitution est changée. Donc ça, c'est dans le cadre d'un projet de loi qui est fait par le gouvernement. Soit c'est une proposition de loi, donc ça c'est d'initiative parlementaire qui est faite, et à ce moment-là, il faut que ça soit adopté dans les mêmes termes, dans les mêmes mots, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et ça donne lieu, de manière automatique, à un référendum. Au départ, avec les associations et les militantes, nous étions contre le référendum. Pourquoi? Car nous, on avait fait des sondages au moment de notre niche parlementaire. 87% des Français dans ce pays sont favorables au droit à l'avortement inscrit dans la Constitution. Et 92% des Français, ne me demandez pas pourquoi il y a une différence entre les deux, mais c'est comme ça, 92% des Français et Françaises sont favorables au fait qu'on inscrive la contraception dans la Constitution, le droit à la contraception dans la Constitution. Donc on a une majorité, mais écrasante sur cette question dans le pays. Donc ce n'était pas parce qu'on avait peur de le perdre, le référendum. Mais on se disait que, franchement, quand vous faites un référendum, vous devez faire des débats contradictoires, donner la parole à la télé, dans les journaux, et que avoir des millions de jeunes femmes, des millions de filles dans ce pays qui vont être exposées à des discours anti-choix, ça nous donnait pas trop envie, quoi. Donc, on a commencé à faire le forcing sur Macron en lui disant, regardez, l'Assemblée nationale a voté, le Sénat a voté, maintenant c'est à vous de présenter le projet de loi, ce qui, accessoirement, lui aurait permis d'être le premier président au monde à inscrire l'avortement dans sa Constitution. C'était pas dégueulasse ce qu'on proposait comme... Donc, on commence à redire à chaque fois qu'on le pouvait, quand est-ce que vous allez faire le projet de loi? On fait des tribunes, on fait des pétitions, on fait des manifestations, bon, on fait tout ce qu'on peut. Et puis, là, arrive la petite musique, quand on en parle notamment à la Première ministre et à d'autres. Oui, on mettra ça dans une loi constitutionnelle globale. Vous savez, c'est la loi de changement de constitution qu'ils avaient essayé, qui avait été arrêtée, je vous rappelle, par le scandale Benalla, d'accord? Et qui veut, par exemple, faire en sorte qu'on permette non plus d'avoir 5 ans de mandat pour le président, mais 7 ans. Et nous, c'est hors de question qu'on fasse ça, parce que imaginez-vous, tapez 7 ans de Macron, vous comprenez qu'on n'a pas envie. Bon, donc on leur dit, si vous faites ça, c'est l'assurance que ça ne passera jamais. Parce que nous, on ne sera pas d'accord avec tout ce que vous avez mis à côté, donc en fait, vous faites exprès de faire échouer cette initiative. Et on apprend même que peut-être, parce qu'apparemment il la prévoit pour janvier la réforme constitutionnelle, que peut-être ça ne serait même pas dans la réforme constitutionnelle. Ça, on ne sait pas encore, on va voir à la rentrée. Donc, de plus en plus, on se dit, alors ça, c'est une réflexion qu'on va avoir avec le groupe parlementaire, mais nous, notre prochaine niche parlementaire, elle est le 30 novembre. Et donc, le 30 novembre, il est possible que si l'Assemblée nationale vote dans les mêmes termes que le Sénat, l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, qu'on aille au référendum. Et que, comme a dit Sarah tout à l'heure, qu'on leur inflige enfin une défaite. Parce que les anti-choix dans ce pays et l'extrême droite se croient tout permis. Ils deviennent de plus en plus violents. Ils ont des messages de plus en plus violents envers tout le monde. Eh bien, depuis les abécédaires de l'égalité, on recule devant eux. Eh bien, cette fois-ci, peut-être qu'on pourrait arrêter de reculer et enfin infliger une défaite pour qu'ils ne puissent plus avancer d'un seul pas. Parce que la seule chose qui peut faire reculer l'extrême droite dans ce pays, la seule chose qui peut faire reculer les anti-choix dans ce pays, c'est qu'ils aient une défaite cinglante. Et quand je vous dis 87% des gens sont d'accord avec ça, si on fait une bonne campagne, honnêtement, on peut faire une bonne campagne sur les droits sexuels et reproductifs, on peut faire une bonne campagne sur l'hypocrite qui est Emmanuel Macron, qui est celui qui a proposé l'inscription dans la Charte des droits fondamentaux, mais qui refuse de le faire déjà dans son propre pays en France, et ainsi faire en sorte qu'on inscrive enfin ce droit fondamental dans la Constitution et qui permet de redire au pays tout entier que le corps des femmes n'appartient pas à l'État, n'appartient pas aux juges, n'appartient pas à la famille, il n'appartient qu'aux femmes et à elles seules.
minutes, une vingtaine de minutes pour poser quelques questions. Donc peut-être qu'on va en prendre 3, 4, et puis après, comme ça, chacune aura un petit mot de conclusion. Bonjour et merci pour cette conférence qui touche du coup un sujet qui est vraiment très très important, je pense qu'on peut tous le dire. Je me demandais du coup, quand on parle d'IVG aujourd'hui, il y a un deuxième droit qui touche énormément, c'est le droit des personnes transgenres. Du coup, je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui en France ou dans le reste du monde, est-ce que c'est aussi compliqué pour une personne transgenre d'avoir accès à l'IVG, ou si c'est plus compliqué? Est-ce que c'est les mêmes termes? Est-ce que c'est voire impossible? Voilà, c'est la question que je me posais. Merci beaucoup, c'était super intéressant. J'ai 2 questions, je vais faire rapide. La première, par rapport à la niche parlementaire. Si je ne m'abuse, il me semble que le texte a été légèrement modifié au Sénat et que droit est devenu liberté. Et j'avoue qu'en tant que militante féministe, ça m'interroge un peu. Et ensuite, deuxième question, moi je travaille au planning familial et donc je fais assez fréquemment des accompagnements IVG mineurs. Je travaille au planning à Nice, donc je vous laisse imaginer l'ambiance au niveau des praticiens, etc. Au niveau de l'accès à l'IVG pour les mineurs et de l'anonymisation des soins, c'est extrêmement compliqué. On a encore aujourd'hui beaucoup de médecins, de sages-femmes, d'échographes qui ne connaissent pas le code. En fait, l'assurance maladie ne leur donne pas le code pour assurer l'anonymisation. Donc la semaine dernière, on a dû payer l'IVG d'une mineure pour garantir son anonymat. On n'a pas beaucoup de sous, c'est extrêmement compliqué. Je sais qu'on n'est pas le seul planning à le faire. Du coup, là, j'en profite. Mathilde Panot, vous êtes devant moi. L'accès à l'IVG des mineurs, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, merci. Écoutez, je suis très contente de vous avoir entendu et rappeler en fait quelque chose qui me prend. Moi, je suis comme vous d'un certain âge, pour certaines. Je veux dire, je bats depuis des années, des décennies sur la question du droit des femmes. Et le droit des femmes, c'est quelque chose de... Et là, surtout, parce que le droit des femmes, ça intègre la santé des femmes. Et la santé des femmes, elle est en danger depuis des années, des décennies. Elle a été à travers ce que vous avez rappelé sur Halimi, sur d'autres, tous les combats. Et aujourd'hui, vous annoncez un truc. Moi, sur les questions de la constitutionnalité, je dois vous avouer, je n'avais pas une grande idée. Mais finalement, l'idée que vous êtes en train de poser, en fait, de dire, ouvrir en France un débat national sur la question du droit, de la santé des femmes, que les femmes, elles ont le droit d'avoir elles-mêmes conscience de leur corps, et elles ont conscience, mais le dire publiquement, nationalement, ça va être un débat extraordinaire. Et je pense que là, moi j'ai une petite expérience sur la question, je me bats depuis des années avec les gynécologues médicaux, sur la question du fait qu'ils avaient annulé en 1987 le diplôme de la gynécologie médicale. C'est-à-dire, on avait en France, nous les femmes, un médecin pour nous. Un médecin qui savait nous écouter, qui a pris le temps de nous écouter parce que nous, on a quand même une particularité sur cette... Et on avait besoin des gynécologues. Et que nous étions l'exception française, c'est ce qu'on nous avait dit en 1987, en 97, quand on a commencé à se battre sur le fait de rétablir le diplôme de gynécologie médicale. Il a été rétabli. L'exception française a été démontrée et maintenue. Et pourquoi, à l'époque, on avait interdit... On avait supprimé le diplôme de gynécologie médicale au nom qu'il n'y a qu'en France qu'il y avait un diplôme de médecin gynécologue médical, que en Europe, il n'y en avait pas. Et que c'était les obstétriciens qui faisaient le rôle. Eh bien, nous, en France, on était l'exception française
et on l'a maintenue et on l'a gardée. Et aujourd'hui, nous avons insuffisamment, mais quand même, nous avons encore cette année 99, je ne me trompe pas peut-être, 99 médecins pour les femmes gynécologues qui sont encore mis sur le droit d'avoir, c'est-à-dire le numerus clausus ne s'est pas appliqué totalement, mais c'est comme pour les autres médecins. Je veux dire, on a un gros problème et c'est pour ça qu'on a la France insoumise, parce qu'on veut qu'il y ait des médecins de toute nature, de toute spécialité, quel que soit, qu'on soit homme ou femme. Merci beaucoup pour votre attention, pour vos questions. Je voulais aussi remercier effectivement la France Insoumise pour l'organisation de ce débat. C'est une question qui est importante et qui, je trouve, dont on ne parle pas assez. Alors, peut-être essayer de prendre les questions. Alors, pour l'accès à l'IVG des personnes transgenres, je n'ai pas une vue d'ensemble dans tous les pays européens, mais en tout cas, je sais que dans certains pays, il n'y a tout simplement pas de reconnaissance de l'identité de genre. En fait, il n'y a pas de possibilité de changer de genre. Donc, en fait, à partir de là, les droits des personnes transgenres n'existent pas et sont bafoués, y compris pour l'accès à la santé. Évidemment, pour les questions de santé sexuelle et reproductive, c'est une question particulière et je pense qu'en pratique, dans l'accès, c'est effectivement très compliqué et les personnes transgenres se retrouvent face à des médecins qui ne sont pas forcément formés, quoi. Après, je laisserai Sarah peut-être compléter pour la France en particulier. Et voilà, et sinon, je voulais juste dire effectivement que ce débat-là, avoir l'opportunité d'avoir un débat national et même européen, en fait, pourquoi pas vraiment faire de l'avortement et des droits sexuels et reproductifs et de l'égalité des genres des enjeux clés pour les prochaines élections européennes. Voilà, nous, on essaye d'organiser ça, en tout cas avec nos membres. Il y a aussi la journée internationale le 28 septembre pour le droit à l'avortement. C'est une journée qui est clé, sur laquelle il faut communiquer aussi. Donc on a une campagne qui se prépare. Voilà, encore une fois, je pense que c'est une question essentielle pour les femmes, mais pas que, pour tous, et pour la démocratie, l'état de droit et les valeurs qui doivent être communes à tous. Sur les deux questions d'accès, donc les transgenres ne sont pas reconnus légalement en Pologne, donc évidemment pas d'accès à l'avortement. Les mineurs, vous avez parlé des mineurs, il faut être accompagné de parents pour pouvoir, ne serait-ce que prétendre à se faire entendre à l'hôpital, c'est extrêmement compliqué. Je dirais ce que vous avez dit sur les médecins, je trouve que c'est très important, puisque en Pologne, on voit que puisque l'avortement n'est pas accessible, aujourd'hui, les étudiants n'apprennent pas à les faire. Donc ils ne savent pas, tout simplement. Voilà, donc il est extrêmement important de former les médecins, qu'ils soient en nombre suffisant pour les femmes, pour bien suivre leur grossesse. Moi, je vais faire une petite conclusion à mon niveau. Je pense qu'il est extrêmement important d'être très, très, très vigilant, parce que dans le cas d'une alternance politique qui peut-être nous arriver en France, nous serons exposés au même risque que la Pologne a été exposée en 2015. Donc c'est le moment, comme vous avez dit, comme tu as dit, de s'en occuper peut-être. Et il est extrêmement important de maintenir une pression vraiment internationale, parce que plus on est, plus il y a de résonance, donc que ça soit au niveau national qu'au niveau transnational, que la charte européenne, la constitution en France, ça pourrait être un bon exemple pour les autres pays. Donc voilà, je pense que vu que l'ennemi est très transnational, très interconnecté, nous en tant que militantes féministes, nous devons aussi nous organiser. Alors, on est dans un contexte en France, mais pas que en France, d'une augmentation de transphobie, d'LGBT-phobie en général. SOS Homophobie a sorti un
une enquête il n'y a pas si longtemps où on voyait une augmentation de plus de 30% d'attaques LGBT-phobes, dont des attaques transphobes. Donc évidemment que nous, le planning, en tout cas, on milite pour que toutes et tous aient accès aux droits sexuels et reproductifs, dont l'avortement. Mais encore une fois, ça veut dire qu'il faut former les médecins. Et on sait qu'il peut y avoir de la transphobie de la part de médecins. Les médecins ne sont pas tous des alliés. Ça, c'est une certitude. Et donc pour nous, c'est quelque chose qui va de soi. Et on agira dans ce sens-là. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très réaliste. Mais il faut se rappeler quand même que le vécu, vous savez, cette espèce de traumatisme où ça va pas du tout quand j'ai avorté, on a remarqué en fait de la parole des personnes, c'était pas qu'elles le vivaient mal. Nous, le plus souvent au planning, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont soulagées. Par contre, ce qui est compliqué, c'est sur leur parcours. Et d'entendre, par exemple, des battements comme ils imposent en Hongrie. En France, ça existe encore. D'imposer, par exemple, de dire, mais vous êtes sûr quand même, vous êtes jeune, vous avez un mari, alors comme si en plus il fallait qu'on soit très... fallait rentrer un peu dans le moule. C'est ça qu'on entend des femmes. Et donc, c'est vrai que, juste peut-être pour rebondir un tout petit peu, les médecins, ils nous bloquent quand même sur tout ce qui est santé des femmes. Ils n'ont pas tout le temps été facilitants. Et à chaque fois, sur l'augmentation des délais, par exemple, ou sur encore la clause de conscience, et bien à chaque fois, vous invitez qui sur un plateau télé? Un médecin. Pourquoi un médecin? Nous, on était très très peu invités. On demandait l'avis aux médecins. Mais nous, de notre côté, c'est les femmes qui est important pour nous, c'est les choix qu'elles prennent, les femmes et les personnes, les choix qu'elles font pour elles et pour eux, on les entendait pas tellement. Ça a été un peu le rôle du planning par rapport à ça. Et juste ce que disait la camarade du planning juste avant, c'est que c'est un exemple hyper concret. Merci d'avoir donné cet exemple hyper concret. Parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que ça fait 50 ans qu'on se bat pour faire évoluer la loi. On a eu des belles batailles, mais à quel prix à chaque fois? Et encore une fois, c'était parce que c'était des choses très concrètes. Et en fait, on voit que dans la mise en œuvre, ça bloque en permanence. Pour avoir un code, par exemple, pour le fait que tous les actes autour de l'avortement soient pris en charge, il fallait juste mettre sur une ordonnance un code. On s'est rendu compte qu'il fallait 1 an et demi pour créer un code à la sécurité sociale. Enfin, rien n'était facilitant, en fait. Et c'est l'ensemble de menaces, ces ensembles de barrages, ces difficultés toujours à devoir se batailler pour que ça soit effectif, pas que écrit dans la loi, mais que ça soit effectif pour les personnes, parce que c'est ça les conséquences aujourd'hui. Donc, vraiment, et sur l'écriture, ça sera un débat que le mouvement féministe a, bien évidemment, et qui vit là-dedans. Après, il va falloir qu'on se pose des questions sur la question des menaces et sur la question de qu'est-ce que nous, on en dira. L'écriture ne nous convient pas actuellement, et l'idéal aurait été celle portée par Mélanie Vogel et par celle de Mathilde, mais tu avais rajouté la contraception là-dessus, et pour nous, il y avait une cohérence. Moi, j'ai vraiment pas compris dans les débats pourquoi est-ce que la contraception, ça allait bloquer autant. Hein. Mais j'ai vraiment pas compris. Oui, c'était un détail, voilà. Mais en fait, on voit qu'ils n'ont aucune cohérence par rapport à ça. Par contre, ils demandaient à augmenter les financements du planning et l'éducation à la sexualité, ce qui est très très drôle quand même, puisqu'ils nous attaquent en permanence à ce sujet-là. Mais en tout cas, je pense que si jamais on va dans une bataille de référendum, il va falloir vraiment qu'il y ait une très grosse mobilisation. Je sais, Mathilde, que tu y crois énormément. J'étais avec Mélanie Vogel hier, je sais qu'elle y croit aussi énormément. Je vous avoue que ça nous fait un peu peur, mais si on est ensemble, et si aussi on pourrait presque demander aussi à des chefs d'État européens de demander ou de réaffirmer quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui soit beaucoup plus important, et aussi des activistes, on pourrait ensemble en tout cas gagner cette bataille, mais on aura besoin de vous toutes et tous en tout cas. Alors peut-être, moi aussi, je vais continuer là sur la question de l'écriture. Alors juste pour que tout le monde comprenne bien, nous, quand on a fait notre proposition de loi, donc vous avez compris, on avait fait avortement et contraception, puisqu'ils considèrent que, alors que la contraception est ce que vivent le plus régulièrement et quotidiennement des millions de femmes dans notre pays. Vous savez, votre alarme à 20h pour prendre une pilule, des choses... Bon, bref, ils ont considéré que c'était un détail d'inscrire la contraception dans la Constitution, ce qui est pour moi une aberration, mais bon. Donc, on est arrivé sur une formulation qui a fait le consensus le plus large possible dans l'Assemblée et qui réaffirmait qu'était inscrit dans la Constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Le droit. Ensuite, ça arrive au Sénat. Et au Sénat, je vous ai dit, c'est passé juste. Et ça a été une énorme bataille, notamment parce que le Sénat est dominé par la droite. Et donc, au Sénat, l'amendement qui a fait consensus, ça aussi, ça a fait plein de débats entre nous pour savoir si on abandonnait ou si on continuait comme ça. Mais l'amendement qui a permis de faire majorité était un amendement d'un LR
qui a remplacé le mot droit par le mot liberté. Alors évidemment, ça ne nous va pas. Nous, on voudrait, dans un idéal, que soit réaffirmé le droit à l'avortement dans la Constitution. Mais la question qui nous est posée à toutes et tous, là, c'est de savoir, parce qu'y compris il y a les énergies militantes, il y a les moments aussi politiques, et en ce moment, on est dans un moment politique qui peut être favorable à cette inscription. Et donc, on a le choix entre deux choses. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on tranche dans les 2-3 prochains mois. Soit on laisse tomber cette bataille pour l'instant, alors elle sera toujours inscrite dans notre programme, elle sera toujours portée par le planning familial, par beaucoup d'associations, elle continuera à exister, mais on se dit que tant pis, on ne l'aura pas maintenant, on l'aura dans plusieurs années. Ou alors, on accepte qu'on a une formulation qui certes nous convient moins, mais quand vous parlez avec des juristes, ils vous disent en fait, ça ne change pas énormément de choses. Ça protège tout autant d'écrire droit ou liberté. Donc, juridiquement parlant, si on parle que langage juridique dans la Constitution, ça fonctionne. Donc, l'autre option, c'est de dire, on profite de l'espace politique qu'on a ouvert par la bataille qu'on a menée depuis longtemps, mais notamment cette année, et on y va. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on décide dans les prochains mois. Et si on décide ça, ça veut dire qu'il va falloir une mobilisation très ample dans la société. Pas parce que je pense qu'on peut la perdre. Je pense qu'on va gagner ce référendum. J'en suis même absolument persuadée. C'est pour ça que je pense qu'on peut y aller. Quand je vous disais 87%, bon. Mais la question, c'est de mobiliser les gens pour ça. Parce que la mobilisation des anti-choix, elle sera forte. Et ils ont les moyens derrière. Donc si on va à ça, il faudra qu'on fasse une vraie mobilisation sur cette question. Et expliquer l'enjeu. Et l'enjeu, c'est quoi ? C'est de dire que, évidemment, que ce n'est pas gravé dans le marbre à jamais si c'est inscrit dans la Constitution. Mais ça rend beaucoup plus difficile, lors d'une alternance politique, lorsque quelqu'un arrive, de dire que sur la seule volonté d'un homme, on puisse d'un coup enlever le droit fondamental de millions de femmes de ce pays. Donc ça leur rend la tâche beaucoup plus compliquée. Donc ça protège ce droit. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut mener cette bataille jusqu'au bout. Il y a une deuxième chose sur laquelle je voulais vous alerter quand même, c'est que tout à l'heure on parlait de l'extrême droite sur la question de l'avortement. Si vous regardez ce que le Rassemblement national a fait pendant la bataille des retraites, c'est exactement ça. Parce que proposait le Rassemblement national? Bon, alors déjà, pas grand-chose, ils n'ont rien fait, ils n'étaient pas en manif, ils n'ont pas fait d'amendement, ils en ont même fait moins que Renaissance. Ça donne une idée d'à quel point ils étaient opposés à la retraite à 64 ans. De toute façon, ils ont une retraite de 60 à 67 ans, mais le RN, leur solution qu'ils disaient partout, c'était « il faut faire des bébés ». C'est comme ça qu'on va faire en sorte que le déficit se comble. Mais faire des bébés, ça veut dire quoi pour le Rassemblement national ? Ça commence par dire qu'on s'attaque aux droits des femmes. Et ce que nous savons ici, c'est que quelle que soit la situation, y compris dans des pays comme la Pologne, où la situation est terrifiante, lorsqu'une femme a décidé d'interrompre une grossesse, elle le fera dans tous les cas. La question, c'est le fera-t-elle dans des conditions qui sont sécurisées pour elle, ou est-ce qu'elle le fera comme on le faisait à une époque, dans des conditions qui peuvent mener, dans beaucoup de cas, à la mort. Donc c'est une politique qui est criminelle de s'attaquer à ces droits des femmes et au droit de disposer de son corps. Et je vous invite pour terminer, si vous avez le temps, je ne sais pas si c'est passé dans le programme, je n'ai pas le programme sous les yeux, mais nous avons la chance aux Amphis de projeter Annie Colère, qui est un film qui raconte le combat de toutes ces femmes. Je vous disais, derrière des lois, il y a toujours des foules. De toutes ces femmes qui se sont battues pour que le droit à l'avortement soit reconnu, qui faisaient des avortements clandestins. C'est un superbe film, c'est un beau film d'éducation populaire sur la bataille qui a été menée pendant des années et des années par des militantes absolument extraordinaires. Donc allez le voir aux Amphis si ce n'est pas encore passé, je ne sais pas, dans le programme, ou en tout cas allez le voir quand vous rentrez chez vous. En tout cas, on a un combat qui est important à mener, qui est un combat qui concerne notre pays, mais qui ne concerne pas que notre pays, et qui, là aussi, j'aime bien cette phrase de Léonard Cohen qui disait « Dans toute chose, il y a une brèche, et c'est par là qu'entre la lumière, eh bien peut-être que la France peut être la brèche qui peut ensuite aider des millions de femmes et un tas de peuples dans le monde. » Et donc, ça sera une des tâches qu'on aura cette année. Merci beaucoup.